Non, écoutez, Karaganov, il est dans la galaxie de Poutine. Alors c'est un parmi d'autres, hein, c'est pas le conseiller. Parfois, par sensationnalisme, on dit c'est le conseiller. Enfin, c'est la galaxie ultranationaliste et il faut aussi écouter. C'est les plus durs des durs. Il répond à Tucker Carlson, le nationaliste américain qui a cultivé des liens avec la Russie, et il menace d'abord sur le principe. Il dit si le pire devait arriver à Vladimir Poutine, s'il était assassiné par exemple par les forces spéciales ukrainiennes, eh bien la vengeance se porterait sur l'Europe. Que se passerait-il si votre président était assassiné par les Ukrainiens, l'Europe ou les États-Unis? Quelle serait la prochaine étape? Espérons que cela n'arrivera pas. Mais alors, bien entendu, cela signifierait que nous punirons. Espérons que ce ne soit pas les États-Unis, mais l'Europe sera rayée de la carte. Il convient d'éloigner les mathématiques géopolitiques et géostratégiques, parce que c'est une nuisance. J'espère qu'ils ne seront pas punis physiquement. Mais je commence à dire que ces idiots ne comprennent rien d'autre que la douleur physique. Sylvie Bermann, il y a un discours apocalyptique de fin du monde qui représente quoi? À vrai dire, pas grand-chose. C'est pas repris par Vladimir Poutine de manière générale. C'est Solovyov, Karaganov qui est ressorti de je ne sais où, parce qu'on ne l'entendait pas dans les années précédentes. C'était avant un spécialiste des questions européennes, américaines, et qui là veut exister et qui tient un langage outrancier. En plus, ça n'a aucun sens. Dire on va rayer de la carte tel ou tel pays, sachant qu'il y a une frappe en second et que la Russie peut être rayée de la carte. Donc tout ça n'a aucun sens. L'obsession anti-européenne, c'est-à-dire que théoriquement, c'est fini, on ne parle plus du tout des Américains. Avant, il parlait de Zapad, de l'Occident collectif. Maintenant, il se concentre sur l'Europe. D'ailleurs, il y a un signe intéressant de ça. Des intellectuels un peu plus en vogue que Karaganov. Il y a des vieux penseurs comme Nikolai Danilevski, je parle de gens du 19e siècle, qui ont théorisé que l'Européen était l'ennemi éternel de la Russie et que la Russie se réaliserait, ne serait-ce que spirituellement, dans la haine de l'Europe. Eh bien, ils reviennent dans les programmes scolaires. Même Poutine lui-même, dans ses discours, cite des gens comme Ivan Ilin, qui décrivent à quel point l'Europe, ce sont des mollations, des dégénérés. Il faut les mettre au point. Dostoïevski qui disait, je cite, nous serons des seigneurs en Asie, en Europe on était des ramasse-miettes. C'est Dostoïevski qui écrivait ça. L'heure que nous vivons... Plus ils s'embourbent sur le terrain, parce que là, leur guerre contre l'Ukraine, qui est quand même beaucoup plus petite que la Russie, elle dure depuis plus longtemps que la Deuxième Guerre mondiale pour la Russie, donc c'est quand même incroyable. Staline, il avait réussi à prendre Berlin, et plus ils s'embourbent sur le terrain, plus dans leurs menaces, dans leur discours apocalyptique, ils en font. C'est-à-dire que c'est pour compenser en fait leur manque de succès tactique sur le terrain, eh bien ils emploient les prophéties les plus apocalyptique, comme si nous allions être intimidés par ça et nous ne le sommes pas. J'aimerais vraiment vous entendre sur l'heure que nous vivons en Europe, c'est-à-dire là, le continent européen qui a été le phare du monde, il faut dire ce qui est, pendant tant de siècles, enfin en tout cas 3 siècles disons, qui a été le centre du monde, qui aujourd'hui est menacé vraiment des deux côtés. Il y a la fameuse théorie on avance ou on recule quand on est en puissance. Il n'y a pas d'entre-deux. Il y a une stratégie, et chez Trump et chez Poutine, d'ailleurs, de découplage entre l'Europe et les États-Unis. Donc ça, c'est leur but à l'un et à l'autre, c'est de tuer l'Union européenne, donc de tuer l'Occident collectif. Et Poutine et Trump se sont trouvés une alliance sur le dos de l'Europe. Mais il faut bien écouter ce docteur Folamour, parce que c'est pas ce qu'il dit qui est intéressant, c'est le mot douleur physique. C'est ce qu'il est en train, ce que les Russes sont en train d'appliquer. Poutine, c'est une guerre psychologique. Il n'a pas gagné le terrain, la guerre sur le terrain militaire, et là il est en train de le gagner sur le dos des populations civiles, sans réaction de Trump, dont on sait qu'il devait faire la paix pour sauver les vies humaines. Donc ça, c'est notre héritage, nous, Européens. Alors évidemment, on est confronté dans un cas du chantage, dans l'autre à des intimidations, dans toute une série de provocations ou de discours irréalistes, mais en même temps, il faut garder, je dirais, nous, dans cette tumulte, dans cette tourmente, des caps assez fixes, assez droits et assez au clair avec nos valeurs. Et dans ce qui se passe en Ukraine, c'est vrai qu'on vit un moment absolument inacceptable, et sans que personne ne dise rien, et personne ne dit rien en ce moment à Washington. Est-ce qu'on s'est limé les dents? Quand on regarde, aucune demande contre Bush, Bush fils qui a commis le crime de guerre d'envahir l'Irak,
aucun Européen n'a osé demander son inculpation, les dirigeants. Parce que beaucoup l'ont accompagné. Obama Les qui a fait les écouter... Italiens, les Espagnols, etc. Obama qui a fait... Et les Danois. Et les Danois, oui, vous avez raison. Obama qui a fait écouter toute l'Europe, qui a fait briser des milliers de contrats à notre détriment. Sanction zéro. Et puis les Danois, il faut le rappeler, alors là c'est leur côté noir, c'est qu'ils avaient refusé d'entrer dans la PSDC, etc., c'est-à-dire la politique de sécurité et de défense commune, et qu'ils n'y sont rentrés qu'à la faveur du conflit, tout dernièrement à la faveur du conflit. Donc maintenant ils profitent en fait de cette protection théorique qu'offre l'UE après avoir joué contre leurs amis. Ça c'est quand même une vérité qui est quand même leur part obscure. Oui, enfin, sauf que des pays comme le Danemark avaient beau jeu de rétorquer à la France que c'était nous qui trahissions entre guillemets l'Europe. On a accusé les Danois d'avoir trahi l'Europe au profit de l'Amérique. Nous, quand on proposait une espèce de chimérique rapprochement avec la Russie en disant que les Danois, les Polonais, les Baltes nous saoulent, est une menace russe imaginaire, qui est une invention de la propagande américaine, c'est nous qui passions pour des traîtres aux yeux des Européens. Et ça expliquait beaucoup du pourquoi on a été aussi inaudible sur l'autonomie stratégique. Il y a deux choses. Maintenant, Non, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas dire que la France a trahi l'Europe. Non, je ne dis pas ça. On ne peut pas raconter n'importe quoi. Non, je ne dis pas ça. On ne peut pas raconter n'importe quoi. C'est ce que vous venez de dire. Non, je ne dis pas ça. Je dis il y a une trahison de l'Europe. Non, Pas ensemble, s'il vous plaît, pas ensemble. On a le droit de faire des propositions. Non, mais Renaud. Non, mais s'il vous plaît, pas ensemble. On a le droit de faire des propositions de politique, y compris des propositions de politique d'un rapprochement avec la Russie, ce qu'a fait effectivement le président Macron, etc. Bien sûr, mais c'est des propositions politiques et qu'on peut proposer calmement à nos partenaires européens. Mais nous n'avons pas, nous, installé des bases au profit des Russes en France pour espionner nos amis européens. C'est exactement ce qu'ont fait les Danois. Donc il faut le dire. Et les Danois refusaient de rentrer dans les accords de la défense européenne. Absolument. Mais tout ça, c'est rétrospectif. Ce qui est intéressant, c'est le moment qu'on vit aujourd'hui d'union ou de division des Européens. Et on voit bien que sur les deux conflits, Madame Kallas disait ce qu'elle a dit parce qu'elle était plus polarisée sur l'Ukraine, comme un certain nombre de pays baltes, comme les Néerlandais, comme d'autres, et nous, la problématique du Groenland. Et on voit bien que quand même, telle qu'est l'Europe, il va lui manquer une réflexion, il lui manque un directoire, il lui manque un commandement militaire, il lui manque beaucoup de choses pour faire face à ces crises. Et donc je pense que, quelle que soit l'issue de ces deux conflits, on passera par une réforme en profondeur de l'OTAN, en profondeur si ce n'est pas sa dislocation et sa récupération par les Européens, mais aussi par une reconsidération des traités européens pour avoir quelque chose de plus efficace.